Salut à tous et bienvenue dans Le Monde en carte. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet pour le moins sensible, le conflit israélo-palestinien. C'est parti. Les tensions entre arabes palestiniens et juifs sur le territoire qui correspond à la Palestine durent depuis environ un siècle. Nous avons aujourd'hui l'État d'Israël, où vivent environ 6 millions de juifs et 1 600 000 arabes non-juifs, et ce que nous pouvons considérer comme l'État de Palestine, reconnu par 136 États à l'ONU, composé de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, et où vivent environ 5 millions de Palestiniens et environ 500 000 Israéliens. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux origines de ce conflit, aux événements qui se sont passés avant la fondation de l'État d'Israël en 1948. Commençons au XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, la Palestine est sous contrôle ottoman. Ce vaste empire sur le déclin s'étend de la Thrace à l'Arabie et de la Mésopotamie à la Palestine. En Palestine vivent différentes communautés religieuses. On y trouve quelques juifs, quelques chrétiens, quelques druzes et beaucoup de musulmans. La majorité de la population se définit culturellement comme arabe. Or, ces populations vivent de plus en plus mal l'occupation ottomane. Et depuis le milieu du XIXe siècle, un nationalisme arabe alimenté par les élites intellectuelles prend de plus en plus de place dans la région. Des affiches anti-ottomanes sont placardées et un État-nation arabe qui irait du Liban à la vallée du Tigre et de l'Euphrate et de Suez à la mer d'Oman est réclamé. Parallèlement à cela, l'antisémitisme grandit en Europe, et notamment en Europe de l'Est. Des pogroms anti-juifs ont lieu en Russie, ce qui a pour conséquence la première alia, qui signifie en hébreu ascension, et qui se traduit par une émigration vers la Palestine. Entre 1881 et 1903, environ 25 000 juifs vont s'y installer. En 1896, Theodor Herzl, journaliste juif autrichien, publie L'État des Juifs et fait ainsi naître le sionisme, mouvement prônant l'établissement d'un État pour les Juifs en terre promise. Un an plus tard, en 1897, l'Organisation sioniste mondiale est créée. Herzl la dirige. Son objectif est de venir en aide aux immigrants juifs d'Europe en achetant des terres en Palestine. Puis, en 1904 et 1905, ont lieu de nouvelles violences envers les Juifs d'Europe. Ce sont les pogroms de Kishinev, toujours en Russie. Cela a pour conséquence la deuxième alia. Cette fois-ci, ce sont environ 40 000 juifs qui émigrent en Palestine entre 1903 et 1914. Il faut noter que l'immigration en Palestine ne représente à ce moment-là qu'environ 3% des juifs quittant l'Europe. On estime par exemple qu'environ 2 millions d'entre eux rejoignent les États-Unis. C'est aussi à cette époque que les premières protestations arabes contre les ventes de terres aux juifs ont lieu. À l'aube de la Première Guerre mondiale, nous avons donc d'un côté un nationalisme arabe qui souhaite s'émanciper de la domination ottomane en créant leur propre État, qui comprendrait la Palestine, et un nationalisme juif qui souhaite s'éloigner de l'antisémitisme grandissant en Europe, notamment en s'installant en terre promise, c'est-à-dire en Palestine. La Première Guerre mondiale voit s'affronter deux blocs, représentés ici sur la carte pour ce qui concerne l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Avec la guerre, les dirigeants ottomans tolèrent de moins en moins les idées nationalistes arabes et beaucoup de leaders sont exécutés pour trahison. Les Britanniques voient donc dans les indépendantistes un moyen efficace d'occuper les troupes ottomanes au Moyen-Orient. Un accord est passé en 1916 entre Henry McMahon, diplomate britannique, et Hussein Ben Ali, shérif de la Mecque. Cet accord prévoit qu'en échange d'une rébellion des Arabes, ces derniers pourront créer cet État-nation tant souhaité sur les territoires libérés du joug ottoman. Le shérif Hussein, aidé de ses fils, notamment Faisal, organise la révolte arabe. Partis de la Mecque, les Arabes attaquent Médine, puis Aqaba. Ils sont alors en mesure de rejoindre les troupes britanniques venues d'Égypte. La Palestine est conquise, ainsi que Damas en Syrie. Alep tombera en octobre 1918. C'est donc une victoire pour les rebelles arabes. Mais parallèlement à cela, la France et le Royaume-Uni signent en 1916 les accords Sykes-Picot, qui prévoit le partage du Moyen-Orient en cas de victoire dans une logique colonialiste. Certaines zones seront sous mandat, c'est-à-dire sous administration directe, d'autres sont amenées à devenir des zones d'influence, où chacun nommera ses conseillers et gérera les finances. La Palestine, pour sa plus grande partie, est destinée à devenir une zone internationale, en fait co-gérée par les deux puissances. Hussein et Faisal étaient au courant de cet accord, mais n'avaient pas d'autre choix que de se rallier aux Britanniques. C'était là leur seul espoir de s'approcher de leur objectif de création d'un État arabe. En Europe a lieu en 1917 la Révolution russe. Le régime tsariste de Nicolas II, allié des Britanniques dans la guerre, est remplacé par un régime communiste, avec Lénine à sa tête. Or, les Britanniques craignent que les communistes arrêtent la guerre, ce qui permettrait aux forces de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie de se concentrer sur le front de l'Ouest, en France.
Le Royaume-Uni, remarquant qu'un certain nombre de Juifs font partie des leaders de la Révolution, se mettent en tête qu'en faisant un geste envers eux et le mouvement sioniste, ils obtiendraient leur soutien. C'est alors que la déclaration Balfour, du nom du ministre des Affaires étrangères britannique, est écrite. Elle stipule « Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. » Et il emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif. Avant d'ajouter « étant clairement entendu que rien ne sera fait qui porte atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives de Palestine. » Ils souhaitent donc par là rallier à leur cause non seulement les communistes, mais également les États-Unis, où ils pensent de manière surestimée que la communauté juive dispose d'une grande influence sur la vie politique. Finalement, les communistes n'auront que faire de cette déclaration et se désengageront du conflit. Certains juifs russes de la Révolution allant même jusqu'à déclarer que le sionisme est un complot capitaliste. Les États-Unis, quant à eux, apporteront leur soutien dans la guerre à partir de 1917, mais le rôle joué par les lobbies juifs dans cette décision est plus qu'à nuancer. Les Britanniques ont donc joué sur les deux tableaux durant la Première Guerre mondiale, flattant les idéaux nationalistes à la fois des Arabes et des Juifs sionistes. La guerre étant finie, il est temps pour les vainqueurs de s'occuper du partage du Moyen-Orient. Pour cela, une conférence de la paix est organisée en 1919. Faisal, le fils d'Hussein, qui mène les négociations côté arabe, ne se trouve pas à ce moment-là en bonne posture. Il sait que ni les Britanniques et ni les Français n'accepteront la création d'un royaume arabe complètement indépendant. Il négocie alors à regret un État syrien bénéficiant d'une indépendance plus que partielle, la France gardant une influence considérable sur les sphères politiques, économiques et culturelles. Ses partisans les plus nationalistes refusent catégoriquement cet accord, négocié sans eux. Ils proclament l'indépendance totale de la Grande Syrie, qui inclut la Palestine et la Transjordanie. La France, qui espère une bonne fois pour toutes faire respecter les accords Sykes-Picot, marche alors sur Damas et bat les combattants arabes. Faisal est exilé et, comme prévu, un mandat français est instauré sur le Liban et la Syrie. Les accords de Sykes-Picot sont plus ou moins appliqués. Les frontières sont redessinées et la Palestine, qui devait à l'origine devenir une zone internationale, revient finalement au Royaume-Uni. Les Arabes se sentent alors trompés un peu partout au Moyen-Orient, et particulièrement en Palestine. En effet, les mandats français ou britanniques sur l'Irak, la Jordanie, la Syrie ou le Liban ne sont pas destinés à durer éternellement. Les Arabes gardent donc cet espoir d'indépendance. En revanche, en Palestine, la promesse faite dans la déclaration Balfour inquiète les populations autochtones. Les nationalistes arabes rejettent alors à la fois la présence britannique, mais également les arrivées de plus en plus massives de juifs. En effet, le Royaume-Uni honore la déclaration et laisse les immigrés s'installer sur ce territoire. Dans les années 20, des émeutes ont lieu entre les nationalistes arabes d'un côté et les Britanniques et les Juifs de l'autre. Plusieurs villes sont touchées, dont Jérusalem, Jaffa, Safed ou encore Hébron. Durant cette décennie ont également lieu les 3e et 4e Aliyah. Plus de 100 000 Juifs ont émigré en Palestine du fait de troubles politiques en Europe et de mesures économiques anti-juives instaurées en Pologne. Puis, durant les années 30, la montée infatigable de l'antisémitisme puis du nazisme en Europe provoque l'arrivée de 180 000 Juifs. C'est la 5e Aliyah. Un accord est même passé entre l'organisation sioniste mondiale et le 3e Reich nazi. C'est l'accord Haavara, qui vise à faciliter l'émigration juive d'Allemagne en organisant le transfert des fonds financiers des migrants. Les nazis ne supportent bien évidemment pas cette émigration par charité ou sympathie, mais bien pour réduire massivement la population juive sur leur territoire. L'arrivée de ces nouveaux migrants provoque l'exaspération des nationalistes arabes, qui déclenchent une véritable révolte. On parle alors de la Grande Révolte arabe de 1936-1939. Des violences entre les deux communautés ont lieu, mais les Arabes s'attaquent aussi largement aux installations britanniques. Des pipelines sont attaqués, ainsi que des lignes de chemin de fer et autres équipements. Pour calmer les violences, un plan de partage de la Palestine est alors proposé en 1937, avec une grande zone contrôlée par les Arabes, une autre par les Juifs, et une autre qui resterait sous mandat britannique. Mais ce partage sera refusé, malgré une timide approbation des modérés de chaque camp. Les Britanniques publient alors en 1939 un livre blanc, recueil de lois limitant à la fois la vente de terres arabes aux Juifs et l'immigration juive elle-même. Un État palestinien à créer dans les 10 années à venir est même envisagé. Ces lois visent à apaiser les Arabes, d'autant qu'au moment de la rédaction de ce livre blanc, la Seconde Guerre mondiale se profile en Europe. Les Britanniques souhaitent donc éviter le ralliement des Arabes aux forces de l'Axe. Globalement, la Palestine s'apaise le temps de la guerre, mais des tensions apparaissent à la fin du conflit entre des groupes nationalistes sionistes et les forces britanniques d'abord, puis avec les populations arabes également.
Les Britanniques, usés par le conflit et prenant conscience de leur incapacité à le régler, décident de mettre fin à leur mandat. L'ONU vote alors le partage de la Palestine entre un État juif, un État arabe et une zone sous contrôle international autour de Jérusalem en novembre 1947. Les sionistes acceptent le partage, ce qui n'est pas le cas des autorités arabes. Les tensions repartent alors de plus belle. Les Britanniques, qui sont censés maintenir leur mandat pendant encore 6 mois, n'essaient pas vraiment de maintenir l'ordre, mais s'attellent plutôt à l'organisation de leur départ. La Palestine est en quelque sorte laissée à l'abandon. Les grandes villes sont victimes d'attentats à la bombe et des conflits armés éclatent faisant des milliers de morts. Environ 700 000 Arabes palestiniens abandonnent leur foyer pour fuir en Cisjordanie, dans la bande de Gaza ou dans les pays arabes voisins. Et le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël et en devient le premier Premier ministre. Au même moment, la guerre civile se transforme en conflit entre nations. C'est la guerre israélo-arabe de 1948-1949. Depuis ce jour, la situation n'est toujours pas réglée en Palestine. Plusieurs guerres ont eu lieu, ainsi qu'un grand nombre d'attentats et des dizaines de milliers de morts sont à déplorer depuis bientôt 70 ans. Et aujourd'hui, des rancœurs sont profondément ancrées chez les deux populations. Néanmoins, des voix s'élèvent pour la paix, pour une solution à 2 États. Nous ne pouvons qu'espérer que les partis modérés arrivent enfin au pouvoir et commencent de vraies discussions de paix. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et qu'elle vous a permis de comprendre un peu les origines de ce conflit complexe. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner car d'autres vidéos vont venir, que ce soit sur l'actualité géopolitique, économique ou sur des thèmes plus légers. Salut!